Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, un géant de la politique africaine pendant près de 2 décennies et apparemment milliardaire. Nous allons vous livrer quelques secrets financiers dont j'imagine que Joseph Kabila n'aimera pas que nous en parlions. Des secrets qui proviennent de la plus grande fuite de données bancaires que l'Afrique ait jamais connue. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Des secrets sur sa jeune sœur. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telle entreprise, etc. Des secrets aussi sur son frère adoptif. Et là, il retrouve sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. Nous révélons un compte à l'usage de Joseph Kabila lorsqu'il était président avec des transactions inexpliquées de plusieurs millions de dollars. J'ai juste reçu un appel à 6 h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. Des secrets qui jusqu'à présent ont été enterrés dans les coffres d'une banque africaine. Une enquête doit être menée pour aller sous la surface. Car tout ce que nous avons vu pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Il pourrait y avoir plus. Notre histoire commence dans un autre pays, la République gabonaise, où se trouve la Banque gabonaise et française internationale, connue dorénavant sous le nom de BGFI. Voici leur vidéo d'entreprise. Actif dans 11 pays d'Afrique et d'Europe, BGFI Bank déploie une expertise haut de gamme et reconnue. La principale ambition du groupe BGFI Bank est simple. Être votre partenaire pour l'avenir. Mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, est l'un des pays dans lesquels la banque BGFI opère. Elle a reçu le label de la royauté de la RDC. Joseph Kabila y avait un compte officiel lorsqu'il était président. Sa sœur, Gloria Mteyu, était actionnaire à 40% de l'opération de BGFI en RDC. Et son frère adoptif, Francis Selemani, était directeur général. Alors, pourquoi tant de liens entre le clan Kabila et BGFI? C'est ce que pense Jimmy Kandé, ancien banquier, aujourd'hui militant anticorruption. Derrière Gloria et Selemani se trouve l'ex-président Joseph Kabila. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Cet homme travaillait pour eux. Voilà, je suis Jean-Jacques Lumumba, je suis économiste de formation. J'ai fait mes études secondaires dans un collège jésuite à Kinshasa, qui est le collège Boboto. Et je suis diplômé en finance à l'Université catholique de Kinshasa. Jean-Jacques sait ce que c'est que de faire partie de l'élite congolaise en tant que petit-neveu de l'ancien Premier ministre de la RDC et héros national, Patrice Lumumba. Jean-Jacques a travaillé au bureau de BGFI à Kinshasa entre 2012 et 2016. Il a bien travaillé, devenant chef des engagements à un rôle de cadre supérieur. Il n'a pas gardé un bon souvenir de son patron, Francis Selemani. Il se prenait pour la personne la plus puissante, ou l'une des personnes les plus puissantes du régime de Joseph Kabila, parce qu'il le disait. Il lui disait très clairement que personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. C'est un personnage assez étrange et sulfureux, autoritaire, très menaçant. Et la sœur de Joseph Kabila, Gloria, actionnaire de la BGFI? Même style de personnage
que Francis Selemani, autoritaire, une dame qui aime la mode, pas très présente à la banque, mais elle était quand même présente pour pouvoir suivre certaines de ses activités et certains business. Au fil du temps, Jean-Jacques dit qu'il était de plus en plus préoccupé par le fonctionnement de la banque. L'ambiance de travail était une ambiance, déjà à l'entrée, c'était une ambiance où très clairement le travail se faisait. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une ambiance un peu plus politique qu'autre chose. J'ai commencé à m'inquiéter au niveau des procédures quand déjà j'ai compris que certains crédits qui étaient octroyés ne l'étaient que par la seule bonne volonté du DG. Le directeur général étant Francis Selemani. Quand il décidait qu'il fallait octroyer, il fallait les octroyer. Un soir, Jean-Jacques a décidé de parler à Francis Selemani d'un dossier qui le préoccupait. Il dit que ça ne s'est pas bien passé. Et là, il devient rouge. Il tape du poing sur la table, il me dit, si tu continues à parler de ce dossier, je suis capable de te faire éliminer. Et là, il retrouve sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. Il me dit qu'il est capable de me faire éliminer, moi et ma famille. Nous avons demandé à Francis Selemani s'il avait menacé de nuire à Jean-Jacques, mais il n'a pas répondu. Jean-Jacques dit que le stress du travail à BGFI le rendait malade. Alors, en 2016, il a décidé qu'il était temps d'émigrer en Europe, ainsi que quelques secrets de BGFI. Compte tenu de mon état de santé, je décide finalement par après non seulement de démissionner, mais de mettre en lumière ce qui est réellement arrivé et toutes les bévues qui se sont passées au sein de la banque. Les révélations de Jean-Jacques ont été une grande nouvelle, mettant la RDC à la une des journaux. Au cœur de cette affaire, des allégations explosives selon lesquelles 43 millions de dollars des contribuables congolais ont atterri sur le compte bancaire BGFI d'une toute nouvelle société privée liée à Joseph Kabila. Tout cela est plutôt gênant car Joseph Kabila était encore président au moment des allégations. Donc avec les révélations que j'avais faites, c'était le moment de mettre les choses au clair pour pouvoir sauver la situation. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. 5 ans après les révélations de Jean-Jacques, une enquête gouvernementale sur certaines des allégations n'est toujours pas terminée. Joseph Kabila a toujours nié avoir utilisé sa position de président pour s'enrichir. Et la loi congolaise n'interdit pas aux politiciens ou à leurs familles d'avoir des intérêts commerciaux privés. Ici, il parle à la télévision. Combien d'argent avez-vous gagné au cours de vos années passées à la tête de ce pays? Mais quand je suis entré en politique plus intelligemment, il ne s'agissait pas d'argent, mais d'une mission. Et tous les critiques qui ont utilisé les mêmes arguments, à gauche et à droite, n'ont pas encore donné les chiffres que vous me demandez de vous donner. Donc, je crois que c'est une question très subjective. Et je ne réponds pas à de telles questions parce que c'est tout simplement sans fondement. Nous arrivons maintenant au moment de l'émission où nous commençons à révéler les derniers secrets sur la banque BGFI. Des secrets provenant de la plus grande fuite de données bancaires que l'Afrique ait jamais connue. En collaboration avec le journal d'investigation en ligne Mediapart, la plateforme des ONG Protect Whistleblowers in Africa, d'autres partenaires mondiaux et sous la coordination du réseau de médias European Investigative Collaborations, nous avons eu accès à plus de 3 millions de documents internes de la BGFI et à des millions d'autres transactions. Des preuves qui révèlent le mouvement suspect de millions et de millions de dollars, y compris d'importantes sommes d'argent du contribuable, sur des comptes liés à certains associés de la famille et des affaires de Joseph Kabila. Cela soulève de sérieuses questions sur la conduite de l'ancien président et de son entourage proche. Jean-Jacques est toujours en exil, estimant qu'il est trop dangereux de rentrer chez lui. Malgré ces risques,
Il a travaillé avec nous sur l'enquête. Le but pour lequel aujourd'hui j'ai accepté de mener ce combat assez difficile et périlleux et surtout très dangereux, c'est parce que je suis sûr qu'il y a de l'espoir devant, que les enfants qui viendront après nous ou nos petits-enfants vivront un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Commençons notre enquête par une plongée en profondeur dans un compte bancaire de la BGFI créé en 2011 et appelé Présidence de la République. Comme son nom l'indique, il s'agissait du compte officiel de la présidence de Joseph Kabila à la BGFI. Ce n'était pas son compte bancaire privé, mais l'un des dizaines de comptes ouverts par la banque pour de nombreuses fonctions officielles. Jean-Jacques se souvient du compte de la présidence. C'était un compte qui était géré par l'assistant financier Emmanuel Adropiako. Et il était à cette époque-là l'assistant financier du chef de l'État, donc de Joseph Kabila à l'époque. Que fallait-il donc gérer ? Ce compte gérait et permettait à gérer certains salaires des agents de la présidence. Rien de mal à ça, pas du tout. Mais il apparaît ce que nous pouvons révéler pour la première fois, que le compte a été utilisé en mai 2013 pour bien plus que le paiement des salaires. Retour à Jean-Jacques. La seule relation directe que j'ai eue sur ce compte, c'est qu'à un moment donné, nous avons eu à faire un prêt de 3 millions de dollars. Jean-Jacques dit que Francis Selemani, directeur général de BGFI, lui a dit de faire en sorte que cela se fasse. C'est ce que je retiens ce jour-là parce que très tôt le matin, j'avais été appelé par Selemani pour dire que je devais disponibiliser 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République, que M. Emmanuel Adropiako était censé venir retirer très tôt le matin. Il ne s'agissait pas d'une transaction informatique en appuyant sur un bouton. L'argent devait être retiré en espèces, sans aucun document d'accompagnement. On me met la pression sans aucun document pour libérer 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République. Mais comment 3 millions de dollars en espèces ont-ils pu être retirés alors que le compte ne contenait que 9 792 dollars et 7 centimes à l'époque? C'était un crédit, une ligne de découvert qu'on devait donner pour le besoin des fonctionnements et des besoins de fonctionnement. Un découvert accordé le jour même du retrait de l'argent. A-t-on donné à Jean-Jacques une raison pour laquelle tant d'argent a été retiré? Il n'y avait pas de motif clair. C'était qu'il fallait juste donner 3 millions. Ça devait se passer avant 8h30. L'argent devait sortir du compte, mise dans une mallette, remise à M. Adropiako. Et c'était ça le but. Retirer plus de 10 000 dollars en espèces est illégal selon la loi bancaire congolaise, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il est temps de parler à Jean-Claude Masouana, professeur d'économie à l'université Itsumikan au Japon et originaire de la RDC. Le montant maximum est donc limité à 10 000 dollars américains. Il y a des exceptions à cette règle car, comme vous le savez peut-être, le système financier de la RDC est peu profond et sous-développé dans ces nombreuses régions du pays. Il n'y a pas de facilité bancaire, il n'y a pas de facilité financière. Et puis parfois, par exemple, pour payer un fonctionnaire dans une partie du pays, il n'y a pas d'autre moyen que de déplacer d'énormes quantités d'argent liquide pour une telle transaction. La limite de 10 000 dollars peut également être enfreinte légalement pour des raisons d'urgence nationale ou de défense. Ces situations requièrent beaucoup de paperasse et de signatures. Il doit y avoir une autorisation explicite. Donc c'est arrivé avec ce retrait d'argent, n'est-ce pas? J'ai juste reçu un appel à 6h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement
et régulariser les documents après. Nous avons parcouru les dossiers de la BGFI pour trouver des preuves que la documentation appropriée avait été remplie après que Jean-Jacques ait remis l'argent. Et nous n'avons rien trouvé. Retour au professeur Massoana. Ma réaction, tout d'abord, en tant que Congolais, est un très grand choc. Et c'est une grande déception. Et puis, en tant qu'économiste, encore une fois, je suis aussi choqué. Mais en même temps, je suis perplexe. On se retrouve face à des opérations dont on ne connaît pas réellement celui à qui bénéficient ces opérations. On se retrouve face aux normes prudentielles qui sont violées par la BGFI. La grande question est la suivante. Joseph Kabila aurait-il pu être au courant d'un retrait d'argent aussi important, laissant son compte officiel massivement dans le rouge? Je dirais que si, parce que c'est son assistant financier qui gère ce compte. Donc, assistant financier du chef de l'État, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas une autre personne. Donc, il avait un contrôle sur le compte, parce que c'est lui qui signait au nom du chef de l'État sur le compte. Nous avons demandé à Joseph Kabila s'il était au courant de ces retraits et s'il en avait personnellement bénéficié. Il s'est refusé à tout commentaire. L'avocat d'Emmanuel Adopiako nous a dit que son client ne pouvait pas répondre à nos questions car le temps qu'il a passé en tant qu'assistant financier au bureau de la présidence est lié à la confidentialité selon la loi congolaise. Nous avons contacté BGFI et Francis Selemani, mais ils n'ont pas répondu. Je ne sais pas pour vous, mais je fais tout ce que je peux pour ne pas être à découvert. Cela peut être si coûteux. Et c'est ce qui s'est passé avec le compte de la présidence. Nous avons découvert qu'au cours des 6 mois suivants, les frais de découvert ont commencé à s'accumuler. Pour un total de 330 006 $ et 47 centimes. Mais tout n'était pas perdu. Nous pouvons révéler pour la première fois que le 23 décembre 2013, le compte a reçu un cadeau de Noël en avance et très apprécié. 3,34 millions de $. Le compte de la présidence était de nouveau dans le vert. Les fonds provenaient d'un autre client de BGFI qui pouvait se vanter d'avoir des relations d'affaires avec Joseph Kabila. L'entreprise générale d'alimentation et logistique, ou EGAL, est une société privée d'importation et de produits alimentaires basée en RDC. Retour à Jean-Jacques. Je n'ai aucune idée de la réalité de cette opération, mais ce qui est vrai, j'ai vu cette opération, j'ai demandé, mais je n'ai jamais eu de réponse. Comme la BGFI, EGAL a une vidéo d'entreprise bien conçue. C'est dans l'optique de soulager le peuple congolais dans les secteurs de l'approvisionnement en denrées alimentaires importées et produites localement que la société EGAL SARL a vu le jour en République démocratique du Congo en octobre 2013. EGAL vient garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais en mettant à sa disposition de produits frais de bonne qualité et accessibles à toute la bourse. EGAL, acteur clé du marché de l'importation de produits alimentaires en RDC, a des liens avec Joseph Kabila. 2 directeurs d'EGAL lui ont vendu une ferme de 60 000 hectares appelée GEL, située dans le sud du pays. Ce bateau appartenait à un directeur d'EGAL, était utilisé pour transporter des animaux exotiques vers le zoo de Joseph Kabila, le parc de la vallée de l'Ansele. Rembobinons un peu. Vous souvenez-vous que nous vous avons parlé des menaces que Francis Selemani aurait proférées à l'encontre de Jean-Jacques après que celui-ci ait soulevé des inquiétudes au sujet d'un dossier particulier d'une entreprise? Eh bien, la société impliquée n'était autre que EGAL. C'était la première fois que j'avais reçu des menaces claires, que je peux qualifier aujourd'hui
comme des menaces de mort et d'intimidation parce que j'avais touché au dossier où il ne fallait pas toucher. Le dossier Egal était l'élément principal de sa fuite de 2016, révélant que la société privée a reçu 43 millions de dollars des contribuables congolais via la Banque d'État de la RDC. Vous souvenez-vous des gros titres que ces révélations avaient provoqués? Quoi qu'il en soit, tout cela n'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Car notre enquête pour révéler le dépôt de 3,34 millions de dollars sur le compte de la présidente est effectuée à partir de ce paiement de 43 millions de dollars financé par les contribuables. Cela a dû être le cas car c'était le seul argent présent sur le compte d'Egal à ce moment-là. Alors, pourquoi l'argent des contribuables transféré de la Banque d'État vers un compte privé se retrouve-t-il sur le compte de la présidence? Je ne sais pas si ça pourrait se passer dans quel pays, mais il s'est fait. Qu'en pense le professeur Maswana? En général, les transactions financières ont lieu pour une bonne raison. Une raison très simple, qui est l'échange d'un bien ou d'un service. Je ne peux pas imaginer. C'est pourquoi Egal payait la présidence. J'essaie vraiment d'imaginer ce qui aurait pu être l'autre aspect, l'autre côté de la transaction. Je n'ai pas vraiment pu en trouver. On s'attend immédiatement à ce que l'enquête publique suive immédiatement. Nous avons demandé à Joseph Kabila ce qu'il savait de ce paiement, à quoi il servait, s'il en avait bénéficié personnellement et s'il savait qu'il s'agissait de l'argent du contribuable. Il s'est refusé à tout commentaire. Egal nie tout détournement, affirmant qu'elle n'a jamais été financée par des fonds publics. Elle ajoute que la société a été disculpée par l'enquête gouvernementale en cours sur le paiement de 43 millions de dollars et qu'elle a été écartée de l'affaire. Depuis le compte de la présidence, nous retournons dans le coffre de la banque BGFI pour découvrir de nouveaux secrets sur un groupe d'entreprises en orbite autour de la famille Kabila. Une société qui peut être une opportunité d'affaires pour une autre, très clairement, par rapport à mes analyses, à mes investigations de crédit, c'est ce que j'avais découvert, qu'une société pouvait en cacher une autre, une constellation de sociétés pouvait cacher une autre constellation de sociétés, donc c'est des choses qui s'imbriquent. Les comptes de la BGFI révèlent que des millions et des millions de dollars vont et viennent entre ces sociétés, y compris d'importantes sommes provenant des contribuables. Ce qui soulève de sérieuses questions quant à savoir qui en profite et pourquoi, aux éventuels conflits d'intérêts et même à la légalité de ces flux financiers. C'est impossible de rentrer dans cette constellation et ne pas être lié à la famille Kabila. C'était impossible. Une des étoiles les plus brillantes de cette constellation, celle qui a brillé plus que toutes les autres sur lesquelles nous avons enquêté, une société appelée Sud Oil. Alors, qu'est-ce que Sud Oil? Malheureusement, nous n'avons pas de vidéo d'entreprise pour vous cette fois-ci. Vous devrez donc vous contenter de Jimmy Kandé pour une présentation de l'entreprise. Alors, Sud Oil est une entreprise commerciale qui était essentiellement dans la distribution des produits pétroliers. Sud Oil avait plusieurs stations-service appelées également Sud Oil, réparties dans certains coins de la ville de Kinshasa. Enfin, c'était jusqu'en 2012 lorsque la société a été vendue, ainsi que toutes les stations-service et ses actifs liés au pétrole. Voici un indice sur l'identité de l'un des nouveaux propriétaires. Ils ont déjà été présentés dans ce programme. Gloria Mteyu, la sœur de Joseph Kabila. Elle a pris une participation de 20%. À l'époque, elle était encore actionnaire à 40% dans les affaires de BGFI en RDC. Demandons à Jean-Claude Mputu, activiste congolais, ce que la fuite a révélé sur les activités commerciales de Gloria. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telles entreprises, etc. Alors, qui possédait les 80% restantes de Sud Oil?
Annette Loutale. Pas entendu parler d'elle? Reconnaissez-vous l'homme à sa droite sur cette photo? C'est l'épouse de Francis Selemani. Je ne sais pas le choix qui a été fait sur Madame Loutale, que j'ai aperçu quelques fois à la banque, mais très clairement, je ne sais pas. D'après ce que nous savons, Annette et Gloria n'avaient qu'un seul employé, le directeur général David Ezekiel. David Ezekiel, c'est un monsieur élancé qui nous a toujours été présenté comme l'ami de Francis Selemani et l'ami de la famille Kabila. Parce que j'ai eu à voir David Ezekiel plusieurs fois à la banque. David Ezekiel était l'homme de confiance de Francis Selemani. Voilà pourquoi il a été à la tête de Sud Oil. David Ezekiel était peut-être le seul employé, Gloria et Annette les propriétaires, mais Jean-Jacques dit qu'il n'a aucun doute sur l'identité du responsable. Selemani. Très clairement, c'est Selemani parce que c'est une société où Selemani interagissait lui-même directement. Étant donné que Francis Selemani était également directeur général de BGFI, où Sud Oil avait 16 comptes différents, qu'il était marié à l'actionnaire majoritaire de Sud Oil et que sa sœur possédait le reste, est-ce une préoccupation? Selon le professeur Maswana, oui. Tout cela ajoute une autre dimension des préoccupations à avoir un conflit d'intérêts. Peu importe qui était aux commandes, une fois que Gloria et Annette ont pris le pouvoir, Sud Oil s'est rapidement mis au travail. Et cela n'avait rien à voir avec les produits pétroliers ou les stations-service, car ils avaient tous été vendus avant qu'elles ne prennent le pouvoir. Alors, dans quel secteur d'activité était-il? Sud Oil a acheté ce complexe pour 12 millions de dollars en 2013. Nous avons aussi découvert dans la paperasse que Sud Oil s'occupait de véhicules pour BGFI. Et donc Sud Oil était à la fois une société très apparentée aux dirigeants de la banque et en même temps fournisseur de certains produits à la banque. Comme les jeeps de plusieurs cadres supérieurs, dont Francis Selemani. La sienne a coûté à la banque plus de 70 000 dollars. Et c'est la somme des affaires de Sud Oil, un peu de propriété et la fourniture de quelques véhicules. Nous avons tout fouillé et n'avons trouvé aucune preuve d'un autre de leur commerce. Malgré l'activité commerciale limitée de Sud Oil, les comptes BGFI de l'entreprise ont reçu plus de 86 millions de dollars d'organismes publics entre novembre 2013 et août 2017. Certains de ces paiements comprennent au moins 46 millions de dollars de la Banque centrale de la RDC, 15 millions de dollars de la Gécamine, la société minière d'État, et 1,3 million de dollars de l'organisme électoral du pays, la CENI. Chaque fois que l'argent public de l'État est utilisé, je m'attends à ce que l'on explique au moins l'objectif de la transaction. Pourquoi l'État paye un commerce privé, une entreprise, ou s'il s'agit d'un prêt? Nous avons cherché des preuves concernant ces paiements d'organismes publics à Sud Oil. Nous n'avons trouvé aucun document révélant à quoi servaient les paiements de la Banque centrale ou de la Gécamine. Nous avons bien trouvé une facture d'avril 2016 de l'organisme électoral, la CENI, qui payait à Sud Oil un peu plus d'1 million de dollars pour du gasoil. Mais il n'y a aucune preuve du tout que Sud Oil faisait même du commerce de produits pétroliers à cette époque. Toutes les preuves que nous avions vues, honnêtement, elles sont toujours suspectes. Elles sont une indication très forte que quelque chose de suspect est en train de se passer. Le chef de la CENI à l'époque de ces transactions avec Sud Oil, Corneille Nangaa, a refusé de commenter le paiement en invoquant les règles de confidentialité du Parlement. Il a ajouté qu'une nouvelle équipe de gestion est maintenant en place à l'organisme électoral. Nous avons interrogé la Banque centrale et la Gécamine sur leur paiement à Sud Oil, mais elles n'ont pas répondu. Nous avons également découvert que plus de 45,4 millions de dollars ont été versés par Sud Oil
directement sur les comptes de sociétés privées dont Francis Selemani et David Ezekiel étaient directeurs ou actionnaires. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Nous n'avons trouvé aucune trace écrite de la BGFI justifiant ces transactions. Nous avons aussi découvert que, sur une période de 4 ans, David Ezekiel a retiré environ 50 millions de dollars des comptes de Sud Oil en liquide. Voici l'un d'eux pour 6 millions de dollars. Lorsque on regarde les transactions qui sont faites dans Sud Oil et on regarde les différents bénéficiaires ou des entreprises qui sont bénéficiaires, on se rend compte que cet argent a certainement profité au clan Kabila et M. Francis Selemani. Nous devons mener une enquête sur toutes les transactions dans lesquelles cette banque est impliquée. Et seule une véritable enquête peut apporter des preuves solides et faire des recommandations ou tirer des implications de ces preuves solides. Nous avons contacté BGFI, Francis Selemani, Annette Loutale, Gloria Mteyou et David Ezekiel, mais ils n'ont pas répondu. Tout comme la CENI qui payait des produits pétroliers que la société ne produisait apparemment pas à l'époque, une société privée cliente de BGFI faisait apparemment exactement la même chose 1 mois plus tard pour un montant de 7,4 millions de dollars. Alors qu'ils payaient 7,4 millions de dollars pour des produits pétroliers que Sud Oil apparemment ne vendait plus. En travaillant avec l'ONG américaine The Century, nous pouvons révéler qu'il s'agissait de la Congo Construction Company, ou CCC, un partenariat chinois avec un politicien congolais de premier plan. CCC est une société que j'aperçois en tant que responsable des engagements. Nous n'avons aucune relation directe, mais c'est une société qui a des relations avec d'autres sociétés, Sud-Oil. Citoyen chinois David Douai possédait 80% des actions de la CCC. David Douai, c'est un Chinois dont on entend beaucoup parler dans le réseau de Kinshasa. Je ne l'ai jamais vu à titre personnel et jamais côtoyé. La BBC a pourtant filmé David Douai en 2008 pour un programme d'information sur Sycomine, un partenariat commercial controversé créé cette année-là entre la Chine et Joseph Kabila, où les Chinois construiraient des infrastructures congolaises en échange de minéraux. Sycomine, qui est une entreprise entre la Chine et la RDC et qui est chargée justement de construire les grandes infrastructures et de s'occuper du remboursement par la RDC de l'investissement chinois. Donc la Sycomine va voir les jours avec notamment, on va lui attribuer un certain nombre de jugements qu'il va exploiter pour se faire rembourser et en même temps financer les infrastructures. Il y a ceux qui ont regardé l'accord avec consternation. Quand vous regardez ce que la RDC a gagné, vous constatez que la Chine a concrétisé ce qu'elle était censée faire en termes de développement des infrastructures. Et rien n'a été fait. Aujourd'hui, la société civile congolaise continue à s'interroger. Guy Luando possédait le reste de la CCC. Il était avocat à l'époque, mais il est maintenant un politicien et un ministre du gouvernement. Guy Luando est l'étoile montante de la politique congolaise. Il est un peu à Paris de nulle part sur la scène politique. Il a été élu sénateur de la Chuapa dans l'ancien Équateur et tout récemment, il est devenu ministre des infrastructures publiques. Nous avons enquêté sur les comptes BGFI de CCC, une piste de courriels, de factures et de feuilles de calcul. Elle n'avait ni bureau ni employé et malgré son nom, il semble que la société n'ait jamais rien construit.
17 jours avant d'effectuer le paiement de 7,4 millions de dollars à Sud Oil, les comptes de la CCC sont presque vides, sans aucun signe d'activité commerciale. Puis, le 13 juin 2016, tout change. Près de 8 millions de dollars roulent de Sycomine. Le même jour, la CCC a transféré 7,4 millions de dollars à Sud Oil pour ses fruits pétroliers. Pourquoi? Quand j'ai vu les preuves, je me suis demandé quels pouvaient être les buts de la transaction. Je n'ai pas pu trouver la réponse. Au total, CCC a reçu 25 millions de dollars en paiements multiples de Sycomine sur 4 mois, de juin à septembre 2016. Nous connaissons le paiement de 7,4 millions de dollars à Sud Oil. Nous avons également découvert que 4,6 millions de dollars ont été versés sur les comptes personnels de David Douai et que 4,2 millions de dollars ont été versés à des associés connus de Joseph Kabila. C'est une énorme alerte pour la RDC, pour les publics, pour les Congolais comme moi, pour tout le monde. C'est une sonnette d'alarme et il faut faire quelque chose. Une enquête doit être menée pour aller en profondeur car tout ce que nous avons vu pourrait n'être que la partie visible de l'iceberg. Il pourrait y en avoir plus. Sycomine a nié être impliqué dans tout comportement criminel en déclarant « Notre objectif est de contribuer à l'émergence de la RDC à travers divers projets et infrastructures miniers pour le bien-être du peuple congolais. » Nous avons contacté David Douai, Francis Selemani, Annette Loutale et Gloria Mteyou, mais ils n'ont pas répondu. Guy Loando nous a dit qu'il était attaché à une conduite transparente et éthique dans la vie publique et nie tout acte répréhensible. Il affirme qu'il a été engagé en tant qu'avocat privé pour gérer la création de Congo Construction Compagnie et qu'il n'est devenu actionnaire que pour se conformer à la réglementation des sociétés de la RDC. Il dit qu'il a ensuite été périodiquement sollicité pour s'assurer que la société respectait la loi. Il ajoute qu'il n'a joué aucun rôle dans la gestion quotidienne de la société, qu'il n'a pas été tenu informé de ses activités commerciales et qu'il n'était pas membre de son conseil d'administration. Nous terminons là où nous avons commencé, à la banque BGFI. Depuis que Jean-Jacques a donné l'alerte en 2016, le siège social au Gabon avait dû se débattre avec un flot de titres accablants sur les activités présumées de leurs collègues congolais. Jean-Jacques a entendu des rumeurs selon lesquelles des enquêtes internes étaient en cours, suite aux inquiétudes croissantes ressenties par les patrons du siège de BGFI. Je suis sûr et certain qu'après moi, selon beaucoup d'indiscrétions que j'ai eues, des gens qui sont partis de la banque a eu à faire des audits et des contrôles après mes révélations. Cet email interne d'avril 2018, envoyé à Francis Selemani, confirme que l'information de Jean-Jacques sur l'audit était juste. Suite à la récurrence des publications d'informations de la banque dans la presse, informations relatives aux parties liées de la banque, il existe des risques réels. Risque d'image, risque de non-conformité, risque réglementaire, risque opérationnel. Une sacrée liste. L'audit s'est concentré sur ce que l'on appelle les parties liées. En enquêtant sur les conflits d'intérêts potentiels impliquant la direction de la BGFI, qui avait le contrôle et une influence significative sur les sociétés avec lesquelles elle faisait des affaires. Tous ces faits étaient déjà révélés pendant que j'étais là. Au cours de l'audit, comme le révèlent les courriels, des préoccupations ont été soulevées quant à la réponse de la direction de la BGFI de Kinshasa lorsque les auditeurs du siège leur ont demandé des documents à plusieurs reprises. Une réponse laconique sur des éléments à risque de non-conformité très élevés. Je pense que le directeur des opérations se fout de nous là.
Le courriel montre très clairement qu'il y a eu obstruction de la direction générale. Simplement parce que la direction générale était au courant et n'en avait que faire du respect de la conformité, n'en avait que faire du respect des prescrits de la Banque centrale. 2 mois après son lancement, l'audit a rendu un verdict accablant sur les opérations de la BGFI en RDC, lui attribuant la plus mauvaise note de la performance, celle de risque très élevé. Cette opinion est justifiée par l'absence d'un dispositif encadrant les conventions réglementées, le manque d'intégrité et de transparence dans la déclaration des conflits d'intérêts, et les aspects de conformité dans la justification des opérations des parties liées clients de la banque. Francis Selemani figurait en bonne place sur la liste des employés de la banque ayant des conflits d'intérêts potentiels. Sur les 28 conflits d'intérêts déclarés, il était cité dans 16 cas. Mais l'enquête a également révélé qu'il n'avait pas tout déclaré. Qu'en pense Jean-Jacques ? L'audit interne en 2018 qualifie la gestion de calamiteuse. On voit très clairement des conflits d'intérêts permanents. On a des actionnaires qui se retrouvent dans des sociétés clients. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, dans la prise de décision, c'est des prises de décision entre copains. Et ça met en danger l'image même de la BGFI Bank pendant toute cette période-là. Sud Oil a été cité pour son manque de transparence concernant un certain nombre de transactions avec des entreprises liées à la galaxie de Kabila. Ces différentes irrégularités, ce manque de clarté, ce manque de transparence, toute cette opacité qui entoure toutes ces transactions qui concernent Sud Oil. Les transactions opaques de Sud Oil avec CCC ont été fortement critiquées. L'audit a révélé que le paiement de 8 millions de dollars de la Sécomine à Sud Oil pour des produits pétroliers n'était pas suffisamment justifié. Sans que des factures ou des contrats appropriés aient été établis et sans que des contrôles internes aient été effectués pour s'assurer que tout était en ordre. Il y a des millions de documents qui viennent confirmer ce que je disais et même rajouter de l'huile dans cette situation qui est déjà assez alarmante et critique pour le Congo. Ce qui fait mal, c'est que c'est l'image de notre pays qui est en train d'être entachée. Nous avons contacté BGFI, Francis Selemani, David Doué, Annette Loutalé, Gloria Mteyou, mais ils n'ont pas répondu. Guy Luando affirme qu'il n'a joué aucun rôle dans la gestion quotidienne de Congo Construction Compagnie, qu'il n'était pas membre de son conseil d'administration et qu'il n'était au courant d'aucune transaction commerciale ou bancaire impliquant Sécomine. Les conclusions de l'audit n'ont jamais été rendues publiques. 2 semaines après la publication interne, Francis Selemani a été transféré à un nouveau poste au siège de BGFI au Gabon. Il aurait reçu 1,4 million de dollars en quittant son précédent rôle à la BGFI Bank RDC. Il a quitté BGFI en novembre 2018. Sud Oil a changé de propriétaire à la fin de 2018. BGFI a contribué à opérer en RDC avec une gestion complètement différente. Dans une déclaration publique, Joseph Kabila a qualifié les allégations contre lui d'infondées, affirmant qu'elles étaient incorrectes et qu'elles visaient à discréditer la présidence et la RDC. Il a ajouté que la banque BGFI, les institutions nationales, les sociétés et les individus identifiés dans cette enquête n'avaient rien à voir avec la présidence de l'époque. La RDC est considérée comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Elle est riche en ressources naturelles, mais la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Les hôpitaux et les écoles sont chroniquement sous-financés et l'infrastructure est pauvre. Une chose est sûre, cependant, il y a ceux qui gardent l'espoir que les choses vont changer. Et donc ça doit s'arrêter à un moment. Il faut que les gens qui détruisent ou qui arrivent à détruire l'avenir et à limiter ce rêve de voir un Congo grand puissent être mis en état de nuire. Et je crois que
Un projet comme celui-ci permettra à remettre l'espoir à ce peuple. Au moins, ça va permettre déjà à la population d'être au courant et je suis convaincu que pour la société civile, ça va servir d'élément pour essayer un à un d'obtenir justice et réparation pour les Congos.